Salut à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper content de vous retrouver dans cette vidéo où on va voir des choses extrêmement importantes sur ce qui se passe sur le marché actuellement. Et on va voir ensemble comment, depuis le début de ce cycle, chaque période de consolidation sur Bitcoin a amené lieu à une capitulation qui a ensuite ramené le cours dans la direction du nord. Et je pense pas que ce qu'on soit en train de vivre ces derniers jours soit très différent de ce qui s'est déjà passé. On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Et bien évidemment, je vous rappelle que si jamais vous avez envie d'être accompagné sur ce bull run, vous trouverez en description le premier lien pour rejoindre le Mayor of Club et on sera très heureux de vous guider justement dans tout votre parcours en crypto, de la mise en place de votre plan, création d'une stratégie qui va être personnalisée et vous aurez tout un suivi et un accompagnement pour qu'encore une fois on s'assure que vous soyez les mieux exposés possible. Il y a énormément d'opportunités ces derniers jours sur les marchés, donc vraiment si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, on vous attend avec plaisir. Donc on va commencer par parler de ce scénario répétitif qu'on voit depuis le début de ce cycle sur Bitcoin. Donc on se retrouve sur la charte du Bitcoin et vous pouvez constater qu'il y a vraiment un scénario qui est en train de se répéter encore et encore depuis le début de ce cycle. Bitcoin met toujours en place des rallyes haussiers très agressifs qui laissent la plupart des investisseurs, en tout cas ceux qui n'étaient pas positionnés, sur la touche et qui les forcent justement à FOMO, donc à racheter le prix trop haut au lieu d'avoir justement accumulé plus bas. Et c'est à ce moment-là où on rentre toujours dans des périodes de consolidation ou de range. Je vous rappelle que c'est tout à fait normal, hein. Les marchés évoluent la plupart du temps, 20% du temps en tendance et 80% du temps en range. Et c'est tout à fait ce qu'on a sous les yeux. Vous voyez, après toujours ces forts rallyes haussiers, le prix va se mettre à consolider dans des ranges. Donc là, c'est des moments où le marché est un petit peu ennuyeux, où justement, il y a beaucoup de traders qui, suite à la poussée haussière qui vient de se produire, mettent énormément de levier et au final, vous avez quand même une volatilité assez forte à l'intérieur de ces ranges. Et pour le coup, ces portefeuilles-là, vraiment, ils sont souvent explosés. Et comme vous pouvez le constater aussi, à la fin de toutes ces périodes de consolidation, vous avez souvent ce qui s'appelle un événement de capitulation. C'est-à-dire que justement, la plupart des investisseurs voient le prix du Bitcoin sortir de sa zone de consolidation à la baisse et pour justement stopper leur perte parce que la douleur est trop forte, c'est généralement là qu'ils vendent leur Bitcoin et c'est souvent une dernière phase justement de faiblesse avant de reprendre une phase haussière. C'est ce qui s'est passé comme vous pouvez le voir en mars 2023, c'est exactement ce qui s'est repassé en janvier 2024, ça s'est repassé également en juillet 2024 et là pour le coup, on se retrouve encore dans des configurations similaires, vraiment une forte poussée haussière, une longue phase de range et de consolidation et après derrière un mouvement de faiblesse pour potentiellement voir une réintégration dans la zone de consolidation avant de reprendre la phase du nord. Et on va voir que toutes ces phases de capitulation, elles ont toujours été mises en place suite à ce qui s'appelle un narratif, c'est-à-dire un événement économique, macroéconomique, politique, qui a mis en place une panique sur les marchés. Ça s'est vu très clairement au niveau justement de mars 2023 quand il y a eu le problème de la crise bancaire. Ça s'est revu également en août 2023, là quand le Bitcoin a fait cette jolie correction. Il n'est pas sorti de cette phase d'accumulation, mais il y a quand même eu une très jolie baisse qui était due au fait que la SEC mettait en place des poursuites contre Binance et contre Coinbase. Et c'est exactement ce qui est en train de se repasser aujourd'hui. C'est certainement dû justement aux tarifs imposés par Trump à une majorité de pays avec lesquels il fait du commerce, que ce soit le Canada, le Mexique, on l'a vu sur l'Union européenne, il est en train de mettre ça en place sur la Chine également. Et en plus de ça, il y a eu quand même un hack sur Bybit de plus de 1,4 milliard de dollars. Donc bien évidemment, on est en ce moment dans la narrative parfaite pour faire peur aux investisseurs et pour les faire vendre au pire moment. Ça cause bien évidemment des cascades de liquidation au niveau justement des personnes qui ont investi avec du levier et ça pousse vraiment ce sentiment de peur à son paroxysme et ça fait vraiment paniquer les investisseurs qui du coup prennent des décisions émotionnelles qui est souvent bien évidemment l'inverse de ce qu'il faut faire en crypto. Ces événements de capitulation, ils se retrouvent aussi sur un indicateur très regardé dans le monde de la crypto qui s'appelle l'index Fear and Greed et qui vous montre justement le sentiment général de marché. Ce Fear and Greed, il est descendu à 14 hier, il est remonté à 20 aujourd'hui, mais pour le coup, on est toujours dans l'extrême peur. Et si on lit ça justement à ce qu'on a vu précédemment, si vous regardez, pour le coup, là, il y a eu vraiment une grosse descente au niveau du scam de FTX. Il s'est repassé exactement la même chose en mars 2023 au moment de la crise bancaire. Derrière, rebelote en août 2023 au moment où la SEC lance son procès contre Binance et Coinbase. On a revu aussi la même chose justement en janvier 2024 au moment où on voyait d'énormes outflows vis-à-vis de Grayscale. On a vu ça se reproduire en août 2024 au moment justement où il y a eu le carry trade sur le yen. Et là aujourd'hui, comme on l'a vu ces derniers jours, c'est les tarifs de Trump vis-à-vis du Mexique, du Canada, de la Chine et des États-Unis et bien évidemment le hack de Bybit. Et comme vous pouvez le constater de façon assez claire, les moments où vraiment l'index Fear and Greed rentre dans l'extrême peur, on est très souvent dans les bottoms de marché. Donc c'est vraiment hyper important d'être contrarien dans ces moments-là, c'est-à-dire d'essayer de penser à l'inverse de la majorité, à l'inverse de la masse, parce que je vous rappelle quand même que le but des marchés, c'est de monter avec le minimum de personnes dans le train. Et ce sentiment général de panique, il a été aussi aggravé sur ce qu'on a vu au niveau des outflows
sur les ETF. Parce que même si on a vu depuis l'ouverture de l'ETF Bitcoin des milliards de dollars arriver, je vous rappelle qu'on est quand même encore sur des inflows générales de proche de 37 milliards de dollars, bah, suite vraiment aux quelques sorties qu'on a vues, enfin quelques sorties, c'était quand même des montants significatifs, hein, on a plus d'1 milliard de dollars qui est sorti avant-hier, mais pour le coup, ça efface complètement le sentiment qu'on avait eu depuis que l'ETF justement a été mis en place et qu'il y a énormément de liquidités qui affluent dedans. Et ça, c'est signe que, ok, il y a peut-être une prise de profit sur certains des investisseurs, mais ça ne remet pas du tout en cause la tendance générale qu'il y a vis-à-vis de l'appétence pour ces ETF. Mais vraiment, ça augmente justement ce sentiment de peur et il y a beaucoup de personnes qui se disent que c'est le début de grosses sorties significatives qu'on va voir dans les jours prochains et donc ils pensent que ça va envoyer le prix du Bitcoin encore plus bas que ce qu'il n'a été. En plus de ça, vous pouvez constater que la plupart des grosses corrections qu'on a eues sur Bitcoin, elles ont quand même été très liées à des corrections qu'on a eues sur le SP500. C'est tous les deux des actifs risk-on, donc vous avez toujours une corrélation relative. D'autant plus que maintenant, vous avez justement une nouvelle corrélation qui fait qu'il y a énormément de personnes qui ont des ETF sur la bourse, qui ont aussi une partie de leur portefeuille qui sont justement sur des ETF Bitcoin. Donc dans ces phases, c'est pas surprenant si on voit une corrélation encore plus forte entre Bitcoin et les actifs traditionnels comme le SP500. Et c'est vraiment ce qui se passe à chaque fois qu'on a ces événements de capitulation, c'est que vous avez énormément d'investisseurs qui sortent du marché en attendant des prix plus bas. Et justement, ces cibles théoriques de prix que tout le monde est en train de revoir à la baisse, bah, elles sont largement mises en avant sur les réseaux sociaux type Twitter. Vous regardez le Twitter là ces derniers jours, on a l'impression que ça y est, c'est complètement la fin du monde. Et ça augmente aussi justement le FUD et la peur autour de cette incertitude de marché. Et ça engage encore plus justement ces investisseurs à sortir au pire moment. Et on peut le constater très clairement sur ce graphique, hein, que tous ces moments où il y a eu justement une corrélation entre une baisse sur le SP500 et le Bitcoin, bah, ça a été la plupart du temps le bottom avant qu'on reprenne justement la direction du nord. Donc je suis pas en train de dire que le Bitcoin va pas aller plus bas, il a tout à fait la possibilité d'aller plus bas, mais encore une fois, rien ne nous l'indique. Et même si justement on se mettait à aller plus bas, ça ne remettrait pas du tout en cause le fait que Bitcoin reste haussier sur le moyen et le long terme. Je vous ai fait un petit tweet cette semaine, si vous regardez un peu cette photo, on a vraiment un support clé là au niveau des 70 000 dollars, on a le changement de structure au niveau du price action qui viendrait justement au niveau des 65 000 dollars il me semble, vous avez un gros plat sur la super trend en weekly, au niveau du retracement de tout le mouvement de Bitcoin depuis son bottom vers son top local, on n'est toujours pas venu enfoncer les 38,2% de retracement de Fibonacci, qui sont quand même des retracements qui restent sains justement dans un marché haussier qui est long terme. Donc même si jamais on venait justement dans ce qu'on appelle un point d'intérêt, ce point de convergence qui est globalement la zone des 65-74 000 dollars, bah globalement, la dynamique long terme du Bitcoin, elle est absolument pas remise en jeu et le bull run reste bien évidemment d'actualité. Et c'est pour ça qu'on vous répète à longueur de journée dans le club que c'est très important d'être contrarien, de penser à l'inverse de ce que pense la masse et la majorité. Je sais que c'est pas toujours facile, mais il faut savoir être gourmand quand les autres ont peur et avoir peur quand tout le monde est gourmand. Donc moi, ma stratégie dans ces moments-là, c'est vraiment toujours de continuer de me concentrer sur mon plan à moyen et long terme. Et pour le coup, Bitcoin reste haussier. Et en plus de ça, tous ces sentiments de panique et de peur, bah, ça annule complètement le fait qu'il y a aussi beaucoup de catalyseurs haussiers qui passent complètement au travers des projecteurs, alors que c'est plutôt sur ça qu'on devrait se concentrer. Donc je sais qu'il y a personne qui a envie d'en entendre parler en ce moment justement parce que les prix baissent, mais pourtant il y a des choses très bullish qui sont en train de se mettre en place. Première chose déjà, c'est que la SEC a complètement abandonné les poursuites contre l'échange crypto Coinbase. Vous avez aussi la SEC qui a mis fin à son enquête sur OpenSea et qui ont également abandonné leurs poursuites justement contre Robinhood. Et c'est là qu'on voit que je pense qu'il y a énormément d'investisseurs qui ont oublié les années et les mois qu'on a traversés et à quel point c'était compliqué d'entreprendre dans l'écosystème crypto. Et aujourd'hui, les choses sont complètement en train de changer et pourtant, comme il y a la peur qui vraiment est sur les marchés de manière générale, et ben tout le monde est en train d'oublier ça et ne voit pas ce qui est en face de nos yeux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a une vraie clarté réglementaire qui est en train de se mettre en place aux US depuis justement que Donald Trump a mis en place une administration pro-crypto, notamment à la tête de la SEC. Et d'ailleurs, on voit déjà des avantages se mettre en place vis-à-vis justement de ce nouveau régime réglementaire. Vous avez d'ailleurs Citadel, qui je vous rappelle est le plus gros market maker au monde, qui vient justement de dire qu'ils vont aussi faire du market making en crypto. Et ça, c'est un événement quand même assez incroyable en ce qui concerne les liquidités et les potentiels volumes à venir pour la crypto. Parce que ça fait justement des années qu'ils attendaient un petit peu que le paysage réglementaire au niveau des cryptos aux US se mette en place, et c'est justement ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Mais ça, pour le coup, vous avez absolument personne qui s'en soucie parce que justement, tout le monde est focus sur ces histoires de tarifs et sur le hack de Bybit. D'ailleurs, autre chose importante, comme beaucoup d'entre vous le savent, la liquidité globale est un énorme moteur macro pour le Bitcoin. Justement, Bitcoin a tendance à suivre ce flux monétaire qu'on appelle M2, qui est vraiment la total supply, la liquidité supply, qui est la quantité d'argent qu'il y a dans le système, mais il y a toujours un petit décalage en général de 2 mois, 2 mois et demi. C'est ce qu'on a pu constater en janvier 2023. Vous avez la M2 qui augmente brutalement alors que Bitcoin, il a commencé sa hausse que quelques mois plus tard. Derrière, rebelote au niveau de octobre 2023, où là, la M2 réaugmente fortement et Bitcoin
Bitcoin suit aussi avec un petit décalage. Même chose qui s'est passé au niveau c'était juillet 2024. Là, la M2 augmente brutalement. Bitcoin, il a attendu avant de faire sa poussée. Et là, si vous regardez, on est en train vraiment de réaugmenter. Là, depuis à peu près janvier justement 2025, on réaugmente fortement la M2. Et ça nous amène à penser qu'il y a de fortes probabilités pour que Bitcoin fasse une poussée haussière incessamment sous peu dans les mois qui arrivent. Autre très bonne nouvelle, on voit une grosse chute au niveau de l'inflation US. Comme l'a mentionné notre ami That's My Quant dans un thread, l'inflation continue de descendre et justement, la Fed va probablement réduire ses taux beaucoup plus vite que prévu. Et une mauvaise nouvelle macro, ça pourrait vraiment les faire paniquer et les faire repartir sur le fameux quantitative easing dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo. Parce que justement, l'économie est quand même pas excellente et ils vont avoir justement de pumper la dette, donc encore de réimprimer de l'argent et de relancer la machine pour pouvoir a posteriori régénérer de la croissance. Et ça, c'est toujours quelque chose qui cycliquement a profité aux assets à risque comme les actions et la crypto. Donc encore un indicateur de plus qui nous amène à penser qu'on va avoir un big pump sur les cryptos et une altcoin saison qui est très certainement en préparation dans les prochains mois. Donc pour toutes ces raisons, dans le Merov Club, notre biais sur le Bitcoin, il a absolument pas changé. Donc maintenant qu'on a vu ça, je vais vous parler un peu de ma gestion de portefeuille ces derniers jours. Donc à titre personnel, j'ai toujours une grosse partie de mon portefeuille qui est positionnée sur Bitcoin. Ça représente à peu près 30% de mon wallet total. Et pour le coup, on a deux belles zones d'entrée dans le club qui ont justement été exécutées. On avait une première zone d'entrée au niveau des 88 000 $ qui représentait une grosse zone de liquidité, vous voyez justement sous cette phase de consolidation. Et on est venu même taper le deuxième point d'entrée des portefeuilles qui était aux alentours de 80 000 $. Donc encore une fois, c'est hyper important, toujours pareil, d'avoir un plan, de savoir où est-ce qu'on veut acheter et où est-ce qu'on veut vendre. Et pour nous dans le club, la prochaine zone de premier profit, ça sera aux alentours des 110 000 $. Et on a une deuxième zone de profit qui est programmée au niveau des 130 000. Derrière, on se retrouve bien évidemment sur notre ami Solana. Donc pour le coup, nous, on a pris une grosse prise de profit dans le club au niveau des 280-290 $, encore une fois grâce au portefeuille. Moi, à titre perso, à ce moment-là, j'ai vendu à peu près 50% de mon bag, donc ça me permet d'avoir pas mal de liquidité pour justement revenir accumuler dans les deux zones encore dans lesquelles on avait mis des ordres en limite. C'était la première zone au niveau des 160 $, et on a pu aussi venir réaccumuler au niveau des 120-130 $. Donc vous l'avez bien vu, il y a eu énormément de FUD sur Solana ces dernières semaines. Nous, bien évidemment, on croit au fondamental, on croit que c'est la meilleure blockchain, que c'est la blockchain de l'adoption et que c'est de loin le meilleur layer 1 de tout l'écosystème. Suite à ce FUD, bien évidemment, le prix est quand même passé de 300 à pratiquement 125 $, donc plus de 50% de baisse. Donc ça nous offre, encore une fois, si jamais on est contre à rien, des opportunités excellentes de réaccumuler avant de reprendre une phase haussière. Et là, on est exactement sur le même exemple que ce dont je vous parlais il y a quelques minutes, c'est que justement le FUD, il efface complètement toutes les potentielles bonnes nouvelles. Sur Solana, vous avez quand même le CME Group qui s'apprête à lancer des contrats à terme. Autre bonne nouvelle, c'est que aussi l'approbation des ETF est en bonne voie vis-à-vis de Solana. Et enfin, vous avez aussi la nouvelle proposition qui s'appelle SIMD 0228 qui pourrait faire que l'inflation sur Solana baisserait de 80%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est bullish, mais nous, pour le coup, on est beaucoup plus concentré là-dessus que le FUD qu'il y a parce que il y a énormément de meme coins qui ont regué, mais ça ne remet pas en cause du tout l'intégrité de l'écosystème Solana. Donc encore un exemple qui montre à quel point en crypto, les news les plus bullish, elles peuvent totalement être effacées par un effet de FUD et de panique. Derrière, si on se fait un petit point sur Ethereum, donc moi j'ai une toute petite position sur Ethereum, je pense que vraiment en ETH pur et dur, ça représente moins de 5% de mon portefeuille, parce que pour le coup j'ai préféré vraiment m'exposer beaucoup plus sur Solana à cycle, et ça bien évidemment test du Merov Club, merci beaucoup. Donc pour le coup, là on avait deux points d'entrée au niveau des portefeuilles, on avait un premier point d'entrée au niveau des 2400 $, j'en ai un petit peu acheté à ce moment-là, on est venu aussi briser voilà cette grosse trendline là qui tient en support depuis un moment. Pour le coup, c'est vraiment des choses qui quand elles sont brisées incitent aussi la plupart des investisseurs à vendre, alors que souvent vous voyez il y a des belles réintégrations. Bon, la suite suite à ce qui s'est passé sur le marché, on a vraiment recassé cette trendline, mais on revient dans des zones hyper intéressantes sur Ethereum aux alentours des 2000 $. Moi encore une fois, j'attends de m'y exposer un petit peu plus, qu'il y ait un price action qui reprenne une tête un petit peu plus sympa, surtout qu'en plus moi je suis exposé à Ethereum via mon NFT Girasan. D'ailleurs, bonne nouvelle pour tous les holders de Girasan, le mois de mars devrait quand même être épique parce que on a justement 3 tokens qui vont être lancés. Donc bien évidemment le token e-agent, projet sur lequel on a pu rentrer et par Girasan et par Q42. Vous avez bien évidemment l'airdrop du token Redacted de PDG Group, et ensuite vous avez le mint aussi qui normalement devrait être airdrop à tous les holders de Girasan. Donc moi pour le coup, en plus de ça, de ma petite position sur Ethereum dans mon portefeuille, j'ai cette exposition de facto à Ethereum par cette collection de NFT. Donc voilà pour ce qui est des blue chips, actifs de référence Bitcoin, Ethereum et Solana. Derrière dans mon portefeuille, j'ai encore à peu près 25% de stablecoin, et là justement je suis en train un petit peu de regarder où est-ce que potentiellement je peux aller reprendre du risque.
risque. Donc on se retrouve sur notre ami le Tao, projet d'intelligence artificielle. On a bien retracé aussi, on est revenu dans des prix sympas où on est aux alentours de 320 $ aujourd'hui. Donc on est vraiment entre deux zones d'achat des portefeuilles Merov. Donc moi ça fait partie des cryptos que je vais recommencer à accumuler tout doucement, mais encore une fois très important de ne pas rentrer comme un bourrin juste parce qu'on arrive dans une zone sympa. Le prix il peut continuer de descendre, ça vous permettrait justement d'average down si jamais vous rentrez pas en une fois et que vous gardez du stablecoin. Et moi vous voyez aujourd'hui je suis rentré un petit peu, mais pour le coup ça représente moins de 0,5% de mon portefeuille à l'heure actuelle. Mais par contre c'est une crypto sur laquelle j'aimerais augmenter mon allocation par l'avenir, donc je le surveille un petit peu l'évolution du price action dans ces zones. Notre ami le Sui qui a bien retracé, qui est passé quand même de plus de 5 $, qui est revenu, qui a pris aussi un joli 50%. Bah pour le coup, moi je vais quand même encore attendre pour rentrer sur Sui. Je pense que la bonne zone c'est au niveau des 2 $, c'est aussi la zone d'entrée qu'on a sur les portefeuilles Merov, pour potentiellement après aller reprendre du profit un petit peu plus haut. Je pense qu'on aura une première zone de profit au niveau des 4 $, une deuxième zone de profit au niveau des 5 $. Pour le coup, même si jamais je prends une grosse majorité de mes profits ici, je garderai quand même un petit moonbag au cas où ça continue de monter. Mais globalement, Sui, coin hyper intéressant, gros fondamental, blockchain vraiment hyper instinctive, hyper simple d'utilisation, très peu de frais, très rapide. Donc pour le coup, moi je pense que ça peut être à l'avenir une sérieuse concurrente à Solana. Mais quand même, là, moi je me suis complètement désexposé. On a eu une grosse prise de profit dans le club au niveau des 4,90 $. Donc moi, j'attends vraiment le bon prix. Et encore une fois, c'est ça la thèse du club, c'est de pouvoir rentrer avec le bon timing de marché pour maximiser votre rendement risque. Parce que là, pour le coup, si jamais j'arrive à venir le réaccumuler à 2 $, bah, j'aurai vraiment de beaux potentiels de performance à l'avenir, alors que pour le coup, commencer à le réaccumuler ici, où certes, ça montre potentiellement des signes de rejet avec un potentiel support au niveau des 2,80 $, mais vous avez quand même encore un risque potentiel que ça descende au niveau des 2 $. Donc moi, je préférerais le réaccumuler vraiment dans les bonnes zones, maximiser mon rendement risque, ne pas rentrer encore en une seule fois pour garder des stablecoins et pour pouvoir average down si jamais le coin redescend plus bas. Sur notre ami le BNB, toujours un peu haut pour moi. Moi, j'aimerais bien le revoir au niveau des 500 $ BNB. Là, je pense que je reviendrai en prendre un petit peu. En plus, vous voyez, au niveau du RSI, on est potentiellement en train de casser la zone des 50 qui pourrait vraiment nous ramener sur cette zone, voilà, sur cette zone support là au niveau des 457, 450 $. Donc pour le coup, moi j'attends un petit peu sur BNB et je pense que pareil, si jamais j'arrive à réaccumuler dans ces zones là, je commencerai à vendre tranquillement à 700 et à 850 $. Donc ça, c'était les grosses capitalisations que je suis en train de regarder en ce moment. Je vous emmène sur les plus petites. Donc bien évidemment, je regarde toujours notre ami AI16Z qui nous a fait une belle redescente, mais qui semble trouver support, voilà, au niveau des 0,3. Donc là encore une fois, voilà, j'ai posé quelques ordres, j'ai commencé à re-rentrer un petit peu, mais pour le coup, c'est une allocation qui dépassera jamais 1% de mon portefeuille, et j'attends vraiment que le price action reprenne une tête sympa, nous refasse des W, des cassures de ligne de coup, et à ce moment-là, peut-être que potentiellement je rentrerai un petit peu plus. Il y a notre ami Popcat également, donc même coin de l'écosystème Solana, qui nous a retrouvé une belle zone support ici au niveau des 0,22. Donc pour le coup, Alpha qu'on a commencé tranquillement à prendre dans le club, on re-rentre, on a posé des ordres dans ce coin-là, parce que vous voyez, sur Popcat, même si jamais on a une potentielle hype qui revient et qu'on revient juste par exemple au niveau de cette zone de résistance ici, on a vite un petit x3 à aller chercher. Donc encore une fois, ça sera une zone où il faudra manager notre risque, prendre du profit pour potentiellement venir accumuler plus bas en vue d'une prochaine hausse. Mais pour le coup, là, je pense que le risque-rendement sur Popcat reste extrêmement intéressant au vu d'un ensemble de métriques qui sont autour de cet écosystème. Et enfin, dernière crypto sur laquelle j'aimerais bien aussi reprendre un petit peu de risque dans les semaines qui arrivent, si jamais le price action continue d'évoluer comme ça, c'est notre ami le FOG. On est revenu là sur cette belle zone de support au niveau des 0,06. Et pareil, même chose, si jamais on va juste chercher les 0,04, vous avez quand même une belle potentielle perf à faire. Là, vous voyez, si jamais on a un prix moyen qui reste ici, on ira vite chercher des x4, x5. Donc pour le coup, risque rendement hyper intéressant. Ça reste aussi un meme coin sur lequel il y a une grosse communauté derrière. Il y a des métriques qui sont hyper sympas. Encore une fois, bien évidemment, comme vous le savez, tout ce qui est dit dans cette vidéo n'est rien d'un conseil d'investissement. Et c'est très important que vous puissiez vous aussi construire vos convictions, faire des recherches et comprendre pourquoi l'investissement vaut le coup d'un point de vue rendement risque. Et enfin, pendant ce dip de marché, j'en ai bien évidemment profité justement pour réallouer un petit peu de mon capital sur les algos Merov.xyz, sur Bitcoin, Ethereum et Solana, qui ont pour but vraiment d'avoir une approche long terme. C'est vraiment plutôt des produits institutionnels qui sont là pour faire en sorte que vous ayez le meilleur risque-rendement possible en automatique en 7/7 24/24. Donc moi, c'est quelque chose qui est vraiment mis dans mon plan de façon intégrale. C'est quelque chose que je fais tous les débuts de mois. Je fais vraiment un DCA sur les 3 algos. C'est quelque chose que je peux laisser travailler tranquille. Ça me dégage l'esprit et ça me permet moi de me focus un petit peu plus sur les cryptos de mon portefeuille. Le but de toute façon de la stratégie de Merov,
c'est vraiment que vous puissiez trouver votre équilibre entre l'actif et le passif. Et ces algos servent vraiment à ça, à avoir une approche un petit peu plus long terme, avec une gestion du risque qui est optimisée et qui est au centre de la stratégie. Donc j'ajoute tous les débuts de mois sur meroff.xyz et en plus de ça, j'ajoute à chaque fois qu'il y a un dip. Donc j'en ai bien évidemment profité ces derniers jours. Voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires un petit peu ce que vous en pensez, si vous pensez qu'on peut descendre encore plus bas, si on a tapé le bottom, etc., etc. Je suis très curieux d'avoir vos retours. Et bien évidemment, je vous répète que tout ce qui a été dit dans cette vidéo n'étant un conseil en investissement, faites bien vos propres recherches. Et en tout cas, merci de m'avoir écouté. On se retrouve pour une prochaine vidéo et que les marchés vous soient favorables.